Monsieur le Président, nous venons de suivre la réunion sur les terres rares avec votre participation. Je crois que tous les journalistes du monde s'intéressent actuellement aux terres rares, mais sous un angle un peu différent. En effet, les États-Unis, pour le dire très délicatement, pressent Zelensky de signer un accord sur ces ressources en échange de l'aide apportée à l'Ukraine par l'administration précédente de Joe Biden. Comment évaluez-vous les perspectives de cet accord ? Cela ne nous concerne pas. Je ne l'évalue aucunement et je ne veux même pas y penser. Il faudrait bien sûr évaluer les ressources, leur existence en réalité, leur quantité, leur coût, et ainsi de suite. Mais cela, encore une fois, ne nous concerne pas. Par contre, ce qui nous concerne, c'est ce dont nous avons parlé lors de la réunion. Les terres rares sont des ressources très importantes pour les secteurs de pointe de l'économie. Nous ne déployons pas suffisamment d'efforts dans ce sens et nous devons en faire plus. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui est de mobiliser les moyens administratifs en amont pour les travaux dans ce domaine. D'ailleurs, nous serions prêts à proposer à nos partenaires américains également. Lorsque je dis partenaires, je sous-entends non seulement les structures administratives et gouvernementales, mais également les entreprises, à condition qu'elles manifestent un intérêt pour une coopération. Il ne fait aucun doute que nos réserves en ressources de ce type sont bien au-dessus, je tiens à le souligner, bien au-dessus de celles en Ukraine. La Russie est l'un des premiers pays en termes de réserves en terres rares. Nous en avons dans le nord, à Mourmansk, en Kabardino-Balkarie, dans le Caucase, en Extrême-Orient, notamment dans la région d'Irkoutsk, en Yakoutie, en Touva. Les projets du développement de ces gisements exigent d'importants investissements. Nous serons heureux de travailler avec n'importe quel partenaire étranger, y compris les Américains. Quant aux nouveaux territoires, c'est la même chose. Nous sommes prêts à travailler avec les partenaires étrangers sur nos nouveaux territoires, comme on les appelle, nos territoires historiques qui font de nouveaux parties du territoire de la Fédération de Russie et qui disposent également de certaines réserves. Nous sommes prêts à collaborer avec tous les partenaires, y compris les partenaires américains, dans ces régions aussi. Même dans les nouvelles régions de la Russie ? Oui, naturellement. Ces derniers jours, il y a toute une avalanche de déclarations et de débats. Tout le monde se demande pourquoi Trump affirme si fortement que Zelensky devrait se présenter aux élections, alors que son taux de popularité n'est que de 4%. Les Européens critiquent vivement Trump pour tous ses propos. De manière générale, certains estiment que l'approche actuelle du président américain est plutôt favorable à la Russie. Pensez-vous que ce soit vraiment le cas ? Je pense que ce n'est absolument pas le cas. J'ai ma propre opinion à ce sujet et elle est contraire à celle que vous venez de formuler. Le fait est que l'actuel chef du régime de Kiev est en train de devenir toxique pour l'armée ukrainienne, parce qu'il donne des ordres absurdes, motivés non pas par la logique militaire, mais par des considérations politiques qui sont fondées sur on ne sait quoi. Il en résulte des pertes injustifiables, pour ne pas dire très lourdes ou catastrophiques, pour l'armée ukrainienne. Il devient toxique pour la société dans son ensemble, comme en témoigne, je crois, le vote d'aujourd'hui à la Rada d'Ukraine sur la prolongation de ses pouvoirs. Enfin, il s'est mis dans une impasse avec son décret interdisant les négociations avec la Russie sur un traité de paix, et il a arrêté ces négociations. Et pourquoi ? Parce que si ces négociations commencent, et il est fort probable que cela vienne très vite, elles aboutiront à la nécessité de lever la loi martiale. Aussitôt que cela se produira, il sera nécessaire d'organiser immédiatement des élections. Il n'y aura alors aucune raison de ne pas tenir les élections. En effet, aujourd'hui, les élections en Ukraine ne sont pas organisées sous le prétexte de la loi martiale. S'il y a des négociations, puis une éventuelle nécessité rapide de lever la loi martiale, alors il faudra se présenter tout de suite aux élections. Voilà où est le problème pour le chef actuel du régime. Peu importe le pourcentage de sa popularité, 4% ou un autre chiffre. Ce qui compte, c'est que sa cote, selon nos données qui revêtent un caractère objectif, est exactement 2 fois inférieure à celle de son principal adversaire politique potentiel, en la personne de M. Zaloujny, ancien commandant des forces armées ukrainiennes qui a été exilé à Londres. Sa cote est exactement 2 fois supérieure. Si on ajoute à cela un possible soutien apporté à ce potentiel candidat par d'autres personnalités politiques, y compris d'anciens premiers ministres et d'anciens présidents, alors il n'y a absolument aucune chance que le dirigeant actuel du régime remporte les élections. Elles sont égales à 0. Sauf bien sûr si le scrutin est grossièrement truqué, mais ce sera aussi mauvais pour lui, car ce sera assez visible. Zelensky est donc une source de décomposition au sein de l'armée, de la société et de l'État. Le président Trump, en exercice, s'en rend certainement compte et le pousse vers les élections. Qu'est-ce qu'il veut obtenir ?
Il me semble qu'il veut assainir la situation politique en Ukraine, consolider la société, créer les conditions pour la survie de l'État ukrainien. Dans l'ensemble, ce n'est pas tant au profit de la Russie. Après tout, nous sommes en conflit avec le régime actuel qu'au profit de l'Ukraine. Le président Trump a notamment annoncé qu'il souhaitait parvenir à la paix, de même que nous d'ailleurs, et le plus rapidement possible. Et le chef du régime actuel est en travers de la réalisation de cet objectif, d'où, à mon avis, la position du président américain. Elle n'est pas liée à ce que c'est dans notre intérêt, dans l'intérêt de la Russie, c'est plutôt dans l'intérêt de l'Ukraine, de l'État ukrainien, afin de préserver l'existence de la souveraineté ukrainienne. Nous n'avons rien contre cela non plus, même si, bien sûr, nous aimerions que ce territoire ne soit pas utilisé comme une tête de pont pour une offensive sur la Fédération de Russie, comme une tête de pont hostile pour nous. Nous voudrions que l'Ukraine devienne un État voisin amical. Nous entendons beaucoup de déclarations différentes de la part de Trump au quotidien. Vous l'avez rencontré plus d'une fois. Tout récemment, vous avez eu une conversation téléphonique. Agit-il sur la base d'émotions? Bien sûr que non. Bien sûr que l'actuel chef du régime à Kiev donne une raison pour ses émotions. Mais d'après ce que je viens de dire, ce n'est pas le cas. Cette action n'est pas basée sur l'émotion, mais plutôt sur un calcul froid, une approche rationnelle de la situation. Face à la situation actuelle, curieusement, nous étions à vrai dire intéressés qu'il soit assis là et qu'il dégrade davantage le régime dans lequel nous sommes engagés dans un conflit armé. Du point de vue des intérêts du renforcement de l'État ukrainien, il est évident que nous devons agir de manière active et bien différente, amener au pouvoir des personnes à qui le peuple ukrainien fera confiance. À votre avis, les Européens comprennent-ils au moins la situation actuelle en Ukraine? Ce sont eux qui doivent donner la réponse. À en juger par leur comportement, il me semble qu'ils ne le comprennent pas vraiment. Mais la question n'est pas là. Contrairement au nouveau président des États-Unis, les dirigeants politiques des États européens sont liés au régime actuel, ils y sont engagés. Ils leur ont dit et promis trop de choses. Et maintenant, il va être très difficile pour eux, pardon pour la simplicité de cette expression, de faire marche arrière. C'est même quasiment impossible de le faire sans perdre la face. Je veux dire qu'ils se trouvent dans une période de politique intérieure assez compliquée, marquée par des élections, des réélections, des difficultés au sein du Parlement, j'en passe. Compte tenu de ce fait, il leur est pratiquement impossible de changer de position. Contrairement à eux, le président actuel, le président nouvellement élu des États-Unis, il a les mains libres. Il est libéré de ces contraintes qui l'empêchent d'aller de l'avant et de travailler à la résolution des problèmes. Il a un caractère, il agit directement, sans trop d'embarras. Il se trouve dans une position unique. Non seulement il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il veut. C'est un privilège du dirigeant d'une grande puissance. Il y a quelques jours, à Saint-Pétersbourg, je vous ai dit que tout le monde voulait avoir son mot à dire dans les négociations russo-américaines. Mais les Européens continuent d'insister, d'exiger d'avoir leur mot à dire dans les négociations sur l'Ukraine. Comment voyez-vous cela? Je ne vois rien de mal là-dedans. Sauf que personne ne peut rien exiger ici. Surtout pas de la Russie. Qu'ils exigent de quelqu'un d'autre. Depuis des milliers d'années, ils ont exigé tout de leurs vassaux. Aujourd'hui, on exige d'eux. Qu'ils restent chez eux avec leurs exigences et réfléchissent à comment ils en sont arrivés là. Mais leur participation au processus de négociation est nécessaire. Nous ne l'avons jamais refusé. Nous étions en discussion constante avec eux. C'est à un moment donné, sous toutes sortes de prétextes inventés d'infliger à la Russie une défaite sur le champ de bataille, que l'Europe a elle-même refusé tout contact avec nous. S'ils veulent revenir, qu'ils le fassent. J'ai vu la réaction à notre conversation téléphonique avec le président des États-Unis. J'ai vu la réaction à la rencontre au sommet à Riyad. Toutes les interventions sont absolument vides de sens. Pourquoi? Parce que pour résoudre des questions complexes et brûlantes, y compris en ce qui concerne l'Ukraine, la Russie et les États-Unis doivent faire le premier pas. En quoi cela consiste-t-il? Il doit mener au rétablissement de la confiance entre les deux États. C'est ce que nous avons fait à Riyad. C'est à cela que seront consacrés les prochains contacts au sommet et peut être d'autres. Sans cela, il est impossible de résoudre quelque problème que ce soit, y compris une question aussi complexe et brûlante que la crise ukrainienne. Mais qu'est-ce que les Européens ont à voir là, dedans? Il s'agit des relations bilatérales russo-américaines. Pourquoi sont-ils ici? Que vont-ils faire ici?
tant au cours de la conversation téléphonique que lors de la réunion à Riyad, pour être tout à fait clair. Les problèmes liés à la crise ukrainienne ont bien sûr été abordés, mais elle n'a pas fait l'objet d'une discussion approfondie. Nous avons seulement convenu d'y revenir, mais à cet égard, et dans ce cas, bien sûr, nous ne refusons pas la participation des pays européens. Je tiens à souligner que nous respectons également la position de nos amis des BRICS, qui ont créé un groupe de partisans de la paix. Je viens de m'entretenir aujourd'hui avec le président de la République populaire de Chine. Et nous en avons également parlé. Il m'a informé que ce groupe de partisans de la paix se réunirait prochainement à New York pour des discussions. Nous sommes reconnaissants à tous nos partenaires qui soulèvent ces questions, qui veulent voir la paix s'instaurer. À quoi je veux en venir? Non seulement les Européens, mais d'autres pays aussi ont le droit et peuvent participer. Et nous respectons cela. Je voulais vous demander de commenter quelques autres déclarations de Trump qui, comme je l'ai dit, sont très nombreuses. Mais pas toutes les déclarations. Oui, effectivement. Il a dit, par exemple, qu'il voulait vous proposer, ainsi qu'aux dirigeants chinois, de réduire de moitié les budgets de la défense. Qu'en pensez-vous? Ces données se basent visiblement sur les estimations d'un institut de recherche britannique, il me semble, qui calcule nos dépenses en parité de pouvoir d'achat. L'année dernière, celle des États-Unis était de 968 milliards de dollars. Et si l'on cumule les dépenses russes et chinoises, le montant est à peu près semblable. C'est-à-dire les dépenses de la Russie et de la Chine sont comparables à celles des États-Unis. D'abord, il faut calculer tout cela. Il s'agit des calculs d'un institut britannique qui peuvent être justes ou pas très justes ou pas du tout justes. Il faut vérifier. Deuxièmement, je ne peux pas dire ce qu'en pense la République populaire de Chine. Il y a eu des tentatives différentes de la part des Américains au sujet des armes stratégiques offensives et d'autres sujets très sérieux. Il appartient donc à la République populaire de Chine de décider. Mais nous pourrions nous mettre d'accord avec les États-Unis. Nous ne sommes pas contre. Il me semble que c'est une bonne idée. Les États-Unis réduiraient de 50% et nous réduirions de 50%. Et la République populaire de Chine pourrait se joindre à nous, si elle le souhaite. Nous considérons qu'il s'agit d'une bonne proposition et nous sommes prêts à en discuter. Trump a également imposé des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium de tous les pays. À une époque, nous faisions du bon commerce d'aluminium avec les États-Unis. Comment trouvez-vous cette politique commerciale ? Je ne veux pas faire ici de commentaires sur la politique commerciale des États-Unis. Depuis de nombreuses années, elle se caractérise par le recours à des sanctions. Nous considérons que ces sanctions sont illégitimes et nuisibles au commerce et à l'économie mondiale. À mon avis, elles sont nuisibles à la fois pour nous et pour ceux qui les imposent. Quant à la politique commerciale qui consiste à augmenter les taux, les droits de douane et ainsi de suite, il appartient à chaque pays de déterminer par lui-même ce qui lui est favorable et ce qui ne l'est pas. Je peux comprendre la logique qui consiste à ramener la production dans le pays, à créer des emplois, à faire payer des impôts à tous les niveaux du système fiscal, mais à un moment donné, bien évidemment, ces actions rencontreront certaines difficultés liées à l'inflation, à la hausse des prix des marchandises, entre autres. Mais les experts le savent et pourraient vous l'expliquer plus en détail. En ce qui concerne l'aluminium, en 2017, la Russie a fourni environ 15% de toutes les importations américaines en aluminium. Globalement, les États-Unis, si je me souviens bien, produisent eux-mêmes 60% de l'aluminium dont ils ont besoin, tandis que 40% sont importés et 15% proviennent de Russie. Le principal exportateur vers les États-Unis est aujourd'hui le Canada. Si on décidait d'ouvrir le marché américain à nos producteurs, on pourrait y vendre environ 2 millions de tonnes d'aluminium. Cela n'aurait pas un effet majeur sur le prix, mais à mon avis, cela aurait quand même un effet modérateur pour le stabiliser. De plus, je pense que le plus important est que nous pourrions envisager de coopérer avec des entreprises américaines dans ce domaine. Par exemple, dans le territoire de Krasnoyarsk, il était déjà prévu à l'époque soviétique de construire une nouvelle centrale hydroélectrique et de créer des sites de production d'aluminium supplémentaires. La production d'aluminium dépend avant tout de l'énergie, en particulier de l'énergie bon marché. L'hydroélectricité est bon marché et entre autres respectueuse de l'environnement. C'est pourquoi ces projets existaient déjà, je le répète, à l'époque soviétique. Il s'agit toutefois d'un projet qui nécessite des investissements considérables. Selon les premières estimations, il s'agirait d'environ 15 milliards de dollars au prix d'aujourd'hui. Mais on peut y réfléchir. Il est vrai que la politique de l'actuel président américain est de localiser la production aux États-Unis. Mais si les entreprises américaines s'installent dans notre pays, ce sera aussi un avantage considérable, car leurs revenus seront élevés et les volumes correspondants d'aluminium seront livrés sur le marché américain à des prix de marché très raisonnables. C'est quelque chose à méditer. De même, nous pourrions envisager une collaboration dans le secteur des terres rares ou dans d'autres domaines comme l'énergie.
Il y a quelques minutes, j'ai lu encore une autre information venant des États-Unis. Le président Trump a déclaré que les États-Unis et la Russie, dans le cadre des négociations sur l'Ukraine, discutaient de grands projets économiques. Oui, certaines entreprises sont en contact et discutent de ce genre de projet. Merci beaucoup. Merci.